Il est temps pour nous de vous informer à tous et à toutes. Bienvenue à présent le sommaire. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi déplore le massacre à l'est de la République démocratique du Congo et appelle l'armée à plus de responsabilités. Le Premier ministre Sama Lukonde appelle les investisseurs en République démocratique du Congo. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Ouvrons cette actualité avec le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi qui déplore le massacre à l'est de la République démocratique du Congo et appelle l'armée à plus de responsabilités. Suivez le commentaire. Le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas d'accord avec le résultat souterrain que présentent les forces armées de la République démocratique du Congo en début de moyens mobilisés en leur faveur qui, avoue-t-il, sont supérieurs à ce qu'elles ont toujours reçu dans le passé. Ceci est l'une des raisons de la tenue d'un séminaire de 2 jours du 12 au 13 mai qu'il a personnellement lancé au groupement des écoles militaires de Kinshasa portant sur l'éthique et la déontologie militaire au sein de FARDC. Devant les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, le commandant suprême de FARDC a indiqué que ce séminaire veut un haut cadre stratégique pour une réflexion approfondie sur la discipline militaire. Organisé par le ministère de la Défense, ce séminaire de 2 jours devrait permettre aux participants de s'imprégner et d'intérioriser tous les préceptes qui fondent la discipline au sein des services de défense et de sécurité. Pour la même occasion, le président de la République a dénoncé et fustigé publiquement le comportement pervers de certains cadres de l'armée qui s'adonnent à des pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie militaire. Il est temps de mettre fin à toutes les pratiques qui ont favorisé les assassinats et meurtres de nos concitoyens. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État s'est inscrit en faux contre l'idée d'une alliance contre les officiers FARDC et les groupes armés afin de combattre un autre groupe armé M23. Mature à présent, le Premier ministre Sama Lukonde intensifie les relations avec les investisseurs en domaine des infrastructures en République démocratique du Congo, suivant ses commentaires. Les discours séduisants du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge du haut de la tribune d'Inabamaini 2022, le mardi 10 mai, ainsi que l'appel lancé aux investisseurs de venir en République démocratique du Congo, scandale géologique, boom minier, avec un climat d'affaires amélioré, a déjà trouvé un écho favorable. Juste après l'intervention du chef du gouvernement, Madame, le gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a conduit une délégation de l'entreprise Omega qui veut investir dans les secteurs des infrastructures routières. Nous disons merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis que la RDC soit représentée à ses assises. Comme le chef du gouvernement est ici, et que nous avons aussi des partenaires qui ont été invités à Indaba, nous avons voulu voir notre chef du gouvernement lui présenter aussi quelques préoccupations que nous avons pour la province. C'est la société Omega que nous sommes venus présenter. C'est une société qui est en train de réunir à ce jour 3 territoires dans les infrastructures. Donc voilà, le mot d'ordre du chef du gouvernement sur les 145 territoires est en train de voir le jour d'abord avec la province du Lualaba. Hormis les 4 territoires, l'entreprise Omega, comme soutient l'exécutif provincial du Lualaba Fifi Masuka Saini, compte également investir dans la construction de la route Kolwezi-Solwezi. Vous nous avez vu aller en Zambie par rapport à la route Kolwezi-Solwezi. Cette société s'est proposée aussi de pouvoir travailler sur cette route-là et nous avions vu le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, y compris le président Hakainde Hichilema, qui est d'accord par rapport à la construction de cette route-là. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la société afin qu'elle puisse parler avec le chef du gouvernement, leur montrer où est-ce qu'ils sont avec les études de faisabilité. Et le chef a accueilli ça avec joie parce que c'est le développement que nous cherchons. Comme il l'a dit dans son discours, que nous félicitons en passant, il a dit ça doit changer, le pays doit changer, la RDC doit changer et nous pensons que c'est de cette façon que nous pouvons tout changer. Il n'y a pas de développement sans route et le développement à la base des 55 territoires de la République démocratique du Congo prôné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a aussi besoin des infrastructures routières pour se matérialiser.
Que les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, le Premier ministre Sama Lukonde a instruit au service de tout mettre en œuvre en vue de fluidifier la circulation dans la ville-province de Kinshasa suivant. Comme vous avez suivi le compte-rendu du Conseil de ministres passé, le président de la République avait recommandé au Premier ministre de réunir à nouveau l'équipe gouvernementale spécifiquement sur les questions des embouteillages et de comment on fluidifie la circulation dans la ville-province de Kinshasa. C'est à ce titre que le Premier ministre a présidé cette réunion. Vous voyez autour de moi qu'il y avait le ministre d'État chargé des infrastructures, du transport, le gouverneur de la ville, mais aussi les chefs de l'armée et de la police, parce qu'il est question de regarder comment on fait pour arriver à trouver une solution. Alors, beaucoup des pistes, des propositions ont été relancées parce qu'il y avait déjà des actions qui ont été menées par les passés, mais qui a un besoin du renforcement de ces actions. C'est ainsi que dans le jour qui viennent, la police est en train de prendre des mesures qui permettront de débloquer certaines voies et de dégager la circulation, mais il y a évidemment des solutions à long terme qui ont été envisagées, notamment le changement de la loi, l'adaptation du code de la route, mais aussi une grande invitation a été faite à la discipline, particulièrement aux motards et à tous ces conducteurs qui ne respectent pas toujours l'autorité établie, parce qu'il a été décidé qu'au cours de cette réunion, la police sera suffisamment renforcée pour que lorsque la police indique les voies à suivre, que tout le monde puisse aligner. Voilà un peu en synthèse ce qui a été dit dans la réunion d'aujourd'hui. National, fin de débat sur la proposition de la loi électorale. Le président Bosso donne 10 jours à la commission PAJ avant bien sûr de renvoyer la loi au niveau du Sénat pour approfondissement et lecture suivant sa déclaration au micro de votre rédaction. Nous venons d'épuiser l'examen et l'adoption de 18 thématiques que contient la proposition de loi initié par les 13 collègues ou personnalités. Après avoir vidé ces préalables, à présent, nous envoyons cette proposition de loi avec toutes les options adoptées par la plénière pour un examen approfondi à notre commission politique, administrative et juridique. Le bureau invite la dite commission à tout mettre en œuvre pour réaliser le travail dans un délai de 10 jours. D'accord? Nous sommes le 12. Il faudrait que le 23, si ce n'est pas férié, que nous puissions organiser une plénière pour adopter et envoyer au Sénat, de sorte qu'à la fin de ce mois, que la loi soit promulguée. Et les 15, nous partons en vacances. Les 10 jours courent à partir de demain, vendredi 13, jusqu'au 23 mai 2022. Comme de coutume, les collègues non membres de cette commission peuvent prendre utilement part à ces travaux en vue de les enrichir. Éducation à présent, après les propos tenus par le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi en Abidjan, déclarant qu'il y a des failles dans le domaine de l'éducation en République démocratique du Congo. Maître Willy Wenga donne ici son point de vue suivant le micro de Marie-France Adjala. Le président de la République n'a pas tort de constater que le niveau de l'enseignement est au rabais. Et les raisons ne sont pas à chercher ailleurs. Les raisons du caractère abaissé de notre enseignement tient à plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est d'abord la valorisation de l'enseignant. L'enseignant lui-même, aujourd'hui, c'est vraiment un laissé pour compte. L'enseignant d'aujourd'hui, c'est le plus maltraité de tous les fonctionnaires de l'État. Donc, cet enseignant-là, qui non seulement
ces conditions de vie sont devenues très catastrophiques, mais aussi des enseignants qui n'arrivent plus dans l'enseignement par vocation. Parce qu'on doit reconnaître qu'au-delà des conditions de vie, les enseignants eux-mêmes qui viennent enseigner ne sont plus d'un bon niveau. Nous qui avions étudié vers les années 70, on n'avait pas d'enseignants diplômés d'État. Moi, dans mes débuts, j'ai eu beaucoup. Mes enseignants n'étaient que des D4, comme on dit. Les gens qui ne faisaient que 4 ans, post-primaire, ils deviennent enseignants, mais c'était des bons. Mon français d'aujourd'hui, c'est le français de ces D4-là. Si j'ai une petite intelligence quelconque par rapport à l'écriture ou au parler, ça me vient de ces enseignants-là, qui n'étaient que des enseignants d'un niveau, pas diplômés d'État, pas gradués, pas licenciés, pas maîtrise, mais qui, non seulement, ils étaient formés réellement pour enseigner, mais aussi, le peu qu'ils recevaient, ils recevaient à temps. Il faut vous le dire, madame la journaliste, c'est que de tout le temps, les enseignants ont toujours été mal payés. Dossier Boukangalonzo et la candidature de Matata Pogno aux élections de 2023 au présidentiel. Maître Willy Wenga donne aussi son point de vue. Une fois de plus, il est au micro de Marie-France Adjala. C'est-à-dire que M. Matata Pogno est Premier ministre honoraire, oui. Ou carrément ex-premier ministre. Deuxième correctif, c'est que ce n'est pas Kalouba qui l'avait jugé, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que Kalouba ne juge pas. Oui. Kalouba a été juge dans la composition de la Cour constitutionnelle qui avait statué sur le cas de Matata. Mais ici, il faut noter que la Cour constitutionnelle ne l'a jamais condamné. Parce que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Et partant, il n'est à ce jour pas encore condamné. Et comme il n'est pas encore condamné, il est libre. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'exercer sa vie politique, comme il est fait d'ailleurs, il est un sénateur. Oui. Et il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait de créer un parti politique. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'être président de ce parti politique. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'être candidat président de la République. Vous comprenez? Oui. Mais avant d'être réellement candidat président de la République, et s'il y a un procès qui venait à être engagé et qu'à l'issue de ce procès, il est condamné, à ce moment-là, la condamnation devient un obstacle pour que sa candidature passe. Et à ce moment-là, bon, il aura à assumer sa condamnation et malheureusement, c'est une condamnation qui lui fera obstacle à ce qu'il puisse avancer sa candidature. Mais jusqu'à maintenant, avant toute autre condamnation, rien n'est considéré comme obstacle à ce qu'il soit candidat, à ce qu'il soit président de parti politique, à ce qu'il ait son propre parti politique. Parlons politique à présent, mobilisation et prise de conscience. Le parti présidentiel appelle tous ses membres à plus de responsabilités et au respect des institutions, suivant ces reportages. Ils sont venus des 24 communes de Kinshasa pour recevoir des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti présidentiel à la base. Les présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires du parti d'Étienne Tshisekedi ont été rappelés à l'ordre, surtout au respect de la hiérarchie à tous les niveaux. Sur un ton ferme, le secrétaire général a appelé les uns et les autres à travailler dans la discipline et dans le respect des textes statutaires de l'IDPS, faute d'observance de ces dispositions et de nouvelles lignes de conduite, des mesures draconiennes seront prises à l'encontre des récidivistes, a-t-il insisté. Nous sommes partis au pouvoir, nous devons prêcher par l'exemple en respectant les autorités publiques, surtout à ne pas poser les actes qui n'honorent pas le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a renchéri Augustin Kabouya. Poursuivant sa communication, le chef de l'exécutif national de l'IDPS a présenté à l'assistance la nouvelle fiche d'identification des membres et les machines devant permettre au parti d'imprimer de nouvelles cartes de membres à moindre coût. Les gestionnaires à la base de l'IDPS ont été également chargés à identifier les membres selon leurs compétences et qualités pour constituer une base de données. Toujours en ce qui concerne la société Kinshasa Bopeto, la commune de Kitambo est en train de subir une modification en lutte contre les insalubrités, suivant ces reportages.
Muni des haches, bêches et d'une équipe de choc, Sido Kassanda est descendu cette fois-ci dans la commune de Kintambo pour faire le suivi de l'instruction relative à l'évacuation des déchets et immondices qui jonchent les grandes artères de Kinshasa. Sur place, Sido Kassanda, qui veut donner un coup de pouce à la population et au bourgmestre, explique sa mission. C'est nettoyer la ville et accompagner la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Jantini Ngobilambaka, qui tient toujours la vision du chef de l'État, Fachi Beton. Nous sommes aujourd'hui dans notre dernier jour de cette opération Zéro Foulou dans la commune d'Ngalema. Nous avions lancé cet appel à la population et à tout le bourgmestre de la ville de Kinshasa que l'opération Zéro Foulou vient en force juste pour donner un coup de pouce. C'est pour secouer les bourgmestres qui dorment encore. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train d'évacuer tous les décharges sauvages qui traînent dans le riz de Kinshasa. Kinshasa Zéro Foulou doit être accompagné et pérennisé par la population avec un bon suivi et un sens de responsabilité de la part de cette dernière. Après cette descente, les habitants de ce coin ont exprimé leur satisfaction. Opération Zéro Foulou na ville à Kinshasa. Opération Zéro Foulou quand même, ils ont malamu mingi tout CPLI pour la bonne gouvernance. À en croire le coordonnateur Sido Kassanda, sa vision est de continuer cette opération afin de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'Aton. Prochaine destination, DGC Barré. Ensuite, l'équipe se dirigera dans la commune de Matete. État de siège en Ituri, le FARDC ont lancé l'offensive et ont tué le chef rebelle de FPIC, suivant ces reportages. Il s'observe depuis le mois de juin 2021, à cette période de l'état de siège en Ituri, un retour massif des personnes déplacées dans leurs milieux respectifs, notamment à Marabou, Nyakoundé, Irumu Territoire, Irumu Centre, Makayanga et environ. C'est le résultat de la restauration de l'autorité de l'État et la présence de forces de défense et de sécurité dans cette partie de la province de l'Ituri. En conséquence, la vie reprend son cours normal, se réjouit le chef de la chefferie de Zandisoma. Je peux estimer à 70% les gens qui sont déjà avec nous ici. Et nous sommes concentrés ici au centre. Parce qu'il y a Tina Kilima qui vient de reprendre. Il y a Sidabo qui a sept villages. Sur 7 villages, il y a déjà 6 qui commencent déjà à revenir parce qu'il y a 20, 30, 10, 15 ménages. Bon, c'est déjà un retour, quoi. Pour moi, c'est déjà un signe positif. Pour certaines opinions qui pensent que l'administration militaire a démontré ses limites en Ituri, Gaston Eraboumangilio reste optimiste au regard des résultats positifs sur le terrain. En chefferie de Zandisoma, moi personnellement, je peux dire que l'état de siège nous a beaucoup aidé. Parce que notre retour ici, c'est l'état de siège. Sinon, j'appellerais ça l'opinion au provincial, je ne sais pas. Ne voulait pas que les gens puissent rentrer ici avant 9 mois ou bien avant 10 mois. Mais c'est l'état de siège qui a fait que la population est rentrée à Nyakoundé 2 mois seulement après les atrocités. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, met tout en œuvre pour imposer la paix et assurer la sécurité des Ituriens. Notons que la chefferie de Zandisoma a une superficie de 114 km² et compte environ 32 000 habitants avec 3 groupements aujourd'hui sous contrôle de FARDC. Ouvrons la page internationale 2 mois après le combat, la ville de Kharkiv a été enfin retrouvée de... Nabandela. Ouvrons à présent la page internationale 2 mois après le combat, la ville de Kharkiv en Ukraine pense ses plaies, suivant ces reportages de nos confrères de France 24. Ce restaurant est l'un des rares à avoir rouvert ses portes à Kharkiv. Ici, bruit ambiant et musique permettent d'oublier les sirènes et les bombes russes pendant quelques minutes.
Ce bar est le seul endroit où on peut se reposer, venir, discuter et voir des gens. Ça devient beaucoup plus facile. Maintenant, il y a moins de bombardements. Les gens commencent à revenir. Et ça, c'est magnifique. À l'extérieur, le retour à la réalité est rapide. Partout, les bâtiments du centre historique sont en ruine. 1600 immeubles d'habitation ont été détruits selon la mairie. Beaucoup ont tout perdu et viennent chercher un peu de nourriture distribuée par le gouvernement. On est ici parce qu'on n'a pas d'argent, pas de travail. J'ai travaillé dans un café et avec la guerre, une chose terrible nous est arrivée. Une bombe est passée au-dessus de nous. Le centre-ville n'a pas été bombardé depuis le début de la semaine. Mais le bruit des explosions à seulement quelques kilomètres vient encore troubler un calme bien précaire. Des milliers de personnes sont toujours réfugiées dans le métro. Chacun essaie de survivre dans cet abri construit au temps de l'URSS. Les familles s'abritent ici. Là, c'est pour un jeune couple. Ici, c'est moi et mon mari. Et là-bas, c'est une vieille dame. Il fait froid et humide. J'espère que ce sera bientôt fini. C'est difficile de garder ce wagon propre et de prendre une douche, mais on fait de notre mieux. Impossible pour eux de savoir quand ils rentreront chez eux, mais les autorités encouragent encore les habitants à rester dans les abris. Il sera extrêmement difficile pour les civils de revenir à une vie normale. Kharkiv est défiguré. Vous voyez encore derrière moi les stigmates des tirs de missiles, cette université détruite. Mais certains pensent déjà à l'avenir, comme le conseil municipal qui a décidé de renommer certaines rues. Ici, l'avenue de Moscou va se transformer en avenue des héros de Kharkiv. Le monde premier cas positif au Corée du Nord. Le gouvernement opte pour le confinement, suivant ces reportages de nos confrères de France 24. Kim Jong-un en visite au siège national de la prévention des épidémies. C'est ici que le leader nord-coréen aurait pris connaissance de la propagation du Covid-19 dans tout le pays. Un confinement national a été décrété. C'est le défi le plus important et la tâche la plus importante auquel notre parti doit faire face pour inverser rapidement cette situation de crise sanitaire. Pour l'instant, une seule personne est officiellement décédée après avoir été testée positive à un sous-variant de Omicron. Selon l'agence de presse d'État, plus de 187 000 Nord-Coréens sont actuellement à l'isolement et soignés pour une fièvre à l'origine inconnue. Aucun des 25 millions d'habitants du pays n'est vacciné contre le Covid-19. Pyongyang avait refusé les offres de vaccination de l'OMS, mais aussi de la Russie et de la Chine. Une épidémie en Corée du Nord serait catastrophique d'après les experts, alors que les infrastructures sanitaires sont réputées défaillantes. Jusqu'à présent, le pays avait officiellement tenu le virus à distance, en fermant hermétiquement ses frontières depuis 2020. Comme pour détourner l'attention, Kim Jong-un a fait tirer des missiles balistiques vers la mer du Japon, d'après l'armée sud-coréenne ce jeudi. À cause du Covid, de nombreux citoyens nord-coréens ont peur et il y a de fortes chances que l'ambiance sociale se détériore. Du coup, la Corée du Nord est tentée de précipiter des essais de missiles ou des tirs nucléaires pour remonter le moral des citoyens. Pour rappel, la Corée du Nord est sous le coup de sanctions internationales contre son programme de missiles et d'armes nucléaires. Le Togo est menacé du terrorisme, 8 morts et 13 blessés dans une attaque des hommes non aucunement identifiés, suivant une fois de plus ces reportages de nos confrères de France 24. C'est une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armés non encore identifiés, selon les mots du gouvernement togolais. L'attaque a eu lieu sur un poste avancé militaire situé dans la localité de Pepakandi, dans la préfecture du Penjal, au nord du Togo et au sud du Burkina Faso. L'assaut a eu lieu vers 3 h du matin dans la nuit du 10 au 11 mai par des individus se déplaçant plutôt à moto. Le bilan humain est de 8 morts et de 13 blessés du côté des soldats du Togo. Et selon nos informations, 2 véhicules ont aussi été endommagés, dont un véhicule qui a sauté sur une mine. C'est la deuxième grande attaque de cette ampleur sur un poste militaire au Togo. La dernière remonte à novembre et était à Sanlouaga, toujours dans la préfecture du Penjal. Le gouvernement togolais a présenté ses condoléances à toutes les familles éplorées et a demandé à la population d'être davantage vigilante et de collaborer davantage encore avec les forces de sécurité.
Bouclons ce chapitre avec le sport mondial 2022. L'Équateur risque une disqualification après les recours introduits par la Chili. Suivant ces reportages. La Coupe du Monde qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar fera tache d'huile dans les annales du football, au vu de toutes les vagues qu'elle soulève un peu partout. Ce mercredi 11 mai 2022, la Fédération internationale de football FIFA a ouvert officiellement une procédure disciplinaire suite à une plainte déposée par la Fédération chilienne de football, rapporte Foot Africa. La Fédération chilienne de football a déposé une plainte auprès de la commission disciplinaire de la FIFA portant sur la possible falsification des documents accordant la nationalité équatorienne au joueur Byron David, ainsi que sa possibilité inéligibilité pour le 8 rencontres qu'il a disputées avec l'équipe représentative de la Fédération équatorienne de football dans le cadre de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de FIFA, a mentionné le communiqué de l'instance fessière du football mondial. Tout compte fait, dans les toutes prochaines semaines, une décision est attendue. Cela dit, tout porte à en croire que la réclamation de la fédération chilienne est justifiée. Arrivé à la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Massacré à l'est de la République démocratique du Congo, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi appelle l'armée à plus de responsabilités. Le Premier ministre Sama Lukonde intensifie ses relations avec les investisseurs dans le domaine des infrastructures en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de partager ce bon moment ensemble avec vous. Bon tout du programme sur votre chaîne. Excellente soirée chez vous.